Ok, donc là, normalement, je pense que c'est bon. Yes. Donc, je disais, on travaille sur des enjeux qui sont assez différents. Au départ, c'est surtout la lutte contre le braconnage, la surpêche, donc tout ce qui est voilà, engin de pêche et capture directe. Et ça reste d'ailleurs un enjeu hyper important, mais il y a aussi à côté de ça des enjeux liés à la pollution. Il y a la pollution plastique et puis il y a parmi les gros enjeux qui vont arriver là, ces prochaines années, c'est toute la question des chantiers d'éoliennes en mer, parce que la France a des ambitions énormes sur l'installation d'usines éoliennes le long du littoral. Et à l'heure actuelle, en fait, les endroits qui sont attribués aux aux promoteurs éoliens, bah, c'est au cœur des aires marines protégées, dans les couloirs de migration des oiseaux marins, dans les zones de nourrissage. Et en fait, ça va avoir un impact catastrophique sur la vie marine. Et là, on est en lien avec des scientifiques indépendants et des ornithologues qui voient passer les études d'impact qui sont faites par les promoteurs éoliens eux-mêmes, enfin, qui sont Ouais. financées par les promoteurs éoliens. Et ils sont assez désespérés de voir qu'en fait, il y a d'énormes biais qu'en fait, ils sous-estiment complètement la présence des animaux marins, ils sous-estiment l'impact, il y a des mesures de compensation qui sont absolument ridicules. Et donc nous, on a mobilisé un de nos bateaux pour permettre à ces scientifiques indépendants d'aller sur les zones où seront les éoliennes. Je pense notamment à un projet phare qui est celui de Dunkerque. Ouais. Dunkerque, en fait, si tu veux, c'est une sorte de goulot d'étranglement où tu as, t'as la bande côtière là, enfin, qui se rétrécit. En fait, tu as des millions d'oiseaux qui passent par là tous les ans. Donc, c'est des oiseaux qui viennent d'Europe du Nord et qui migrent vers l'Afrique. Ouais. Et en fait, c'est là qu'ils veulent poser un chantier éolien avec des éoliennes qui vont faire presque 300 mètres de haut. Et ça va être catastrophique. Et donc, grâce à ce bateau qu'on a mis à disposition, ils peuvent du coup sortir en mer et faire un état des lieux avec un recensement et comment dire, une cartographie du passage des différentes espèces, à quelle hauteur, en fonction des hauteurs de pales, etc. Et donc, bah, si tu veux, je t'enverrai un lien. On a fait une petite vidéo justement Oui, carrément. où les Ouais. gars s'expriment là-dessus et où on explique bien à quel point c'est vraiment une aberration de mettre un projet éolien à cet endroit-là. Là, on est face à des très gros enjeux parce qu'il y a des milliards qui sont en jeu. Ouais, et Euh, puis c'est fait pour de l'énergie verte en plus. Donc, oui, c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup de greenwashing. Il y a beaucoup de, en fait, ceux qui sont derrière cette industrie-là sont aussi en lien de toute façon avec l'énergie fossile, etc. Donc, si tu veux, c'est une énergie, c'est pas du tout une énergie qui est censée supplanter l'énergie fossile ou l'énergie nucléaire. oui, Ça je sais bien s'ajoute que ça simplement. moi, je connais bien le problème des éoliennes sur Terre, tu vois, mais je me doute bien. Ouais. Et du coup, là, tu parles des effets à l'extérieur, enfin, je veux dire dans l'air, mais je suppose que dans l'eau, il y en a aussi les effets d'ondes, le bruit. Oui, alors c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'en termes d'études d'impact, pour l'instant, en fait, il n'y a aucun principe de précaution qui est fait parce qu'effectivement, il y a une pollution sonore énorme. Il y a aussi le champ magnétique parce qu'en fait, on fait passer comment dire, des câbles qui vont à 250 000 volts sous le plancher océanique. Et en fait, tu as toutes les espèces qui utilisent le champ électromagnétique, notamment pour se repérer, qui sont impactées. Il y a déjà des effets qui ont été comment dire, mis à jour sur les capacités des homards, par exemple, à se reproduire ou à se déplacer. Tu as des espèces comme les tortues marines ou certaines espèces de requins qui se repèrent grâce au champ électromagnétique. Tu as certaines baleines aussi qui se repèrent grâce au champ électromagnétique. Ça va foutre un bordel monstrueux. Et en fait, si tu veux, on y va complètement à l'aveugle. Et c'est ce qui fait craindre, en fait, c'est le cumul des inconnus et des impacts qui fait que, en fait, ben, tu as des scientifiques indépendants qui sont vraiment hyper inquiets
sur les répercussions, sachant qu'en France, en plus en France métropolitaine, bah, on a 3 000 kilomètres de côte. Ouais. Et donc, si tu veux, au niveau européen, on nous a fixé des objectifs qui sont énormes parce qu'on a un grand littoral. Sauf que ben, sur notre littoral, on a énormément de zones qui sont hyper fragiles, hyper sensibles. On a beaucoup de couloirs de migration, de zones de reproduction et de nourrissage. Et ça, c'est pas du tout pris en compte. Et nous, si tu veux, au niveau de l'assaut, notre parti pris, il est de dire que si on doit faire des éoliennes en mer, euh, parce que bon, si on dit d'entrée de jeu, c'est de la merde, il en faut pas, on veut pas en entendre parler, c'est pas audible. Par contre, de dire que euh, en plus de ça, c'est une industrie, si tu veux, qui a une sorte de passe-droit parce qu'elle est censée sauver la planète. Hein, tu Oui, vois, complètement, oui, voilà. oui. On essaye d'en faire quelque chose de vertueux, alors que je pense que c'est les catastrophes de demain qu'on prépare. Mais complètement. Et si tu veux, on est là dans une démarche où on est en train de sacrifier la biodiversité. Même si j'aime pas le terme de biodiversité, parce que je trouve que c'est c'est quelque chose qui met à part, mais on sacrifie la vie, en fait, Ouais, au prétexte de lutter contre le changement climatique. complètement. Ouais, ouais. Donc voilà. Et donc nous, ce qu'on s'évertue à rappeler, bon, on a été auditionné hier justement. Il y a une audition à l'Assemblée nationale auprès de différents députés sur les projets de loi par rapport aux éoliennes. C'est de rappeler aussi que bah, le premier organe de régulation du climat, c'est l'océan. Donc c'est le phytoplancton hein, qui est le premier puits de carbone, qui ne fonctionne que si la biodiversité marine ben, est en bonne santé et fonctionnelle. Et donc si tu sacrifies la biodiversité marine, bah, tu enrailles le premier organe de régulation du climat. Donc déjà, tu as tout faux. Donc ça, si tu veux, c'est un argument qu'on met en avant pour bien souligner l'importance de prendre en compte la biodiversité. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que en fait, aujourd'hui, pour décider des lieux d'implantation des éoliennes, tu as différents critères qui sont pris en compte. Tu as le critère technique, économique, de trafic maritime, des zones militaires. Ouais. Voilà, et dans une moindre mesure paysagère, mais encore que quand tu vois les lieux où elles ont été autorisées, Mm, ils n'ont mm, pas mm. trop de problème finalement à saccager complètement le truc. Et par contre, la biodiversité n'est pas prise en compte. En fait, les lieux sont décidés avant. Et ça tombe très souvent dans les aires marines protégées, dans les zones Natura 2000 qui sont censées être préservées, etc., dans les parcs marins. Et puis du coup, à ce moment-là, bah, on fait une petite étude d'impact qui est commanditée par le promoteur éolien. Qui dit, bon, alors sinon, bah, voilà, qu'est-ce qu'il y a ici un peu comme espèce? OK, il y a ceci, cela. Bon, bah, on va mettre en place une séquence ERC. Séquence ERC, c'est une séquence éviter, réduire, compenser. Où on est censé, dans un premier temps, éviter le projet s'il y a possibilité d'alternative, Ouais. réduire l'impact si on est obligé de le faire et compenser voilà, si ça n'a pas été possible de réduire. Bon, autant te dire que compenser l'impact de la destruction du milieu marin, c'est absolument impossible. Mm, mm. Euh, Bien sûr. voilà, c'est n'importe quoi. Et le fait d'éviter, en fait, c'est très souvent, c'est pas respecté, en fait. Mm. Donc, cette séquence ERC, c'est un peu une fumisterie. Euh, donc, nous, là, si tu veux, c'est un peu voilà, c'est un sujet qui s'ajoute aux autres avec ouais, l'inconvénient, enfin, la difficulté qu'on s'attaque à une industrie qui pèse des milliards. On a quelques scientifiques lanceurs d'alerte qui essayent enfin, de travailler avec nous, qui sont dans une position très délicate, à qui on a bien fait comprendre qu'ils avaient intérêt à prendre leur distance avec nous s'ils voulaient garder leur job. Ouais, 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 ouais. Euh, voilà, donc, Et Sea donc Shepherd, dans l'ensemble, c'est plutôt la faune, la flore, c'est l'ensemble de la vie marine? oui, c'est l'océan en fait. Ouais. C'est-à-dire c'est les animaux et les habitats marins. D'accord. Et tu as l'impression dans le reste du monde que les problématiques sont un peu les mêmes ou selon les endroits, ouais. Alors oui, bien sûr, tu as des problématiques locales sur certains trucs, mais en fait, tu retrouves souvent les mêmes, euh, tu veux les mêmes causes et les mêmes conséquences. Euh, bah, la question de la surpêche, c'est vraiment, bah, pour le coup, c'est vraiment la première chose. Hein. Ouais. La surpêche qui est liée à la surconsommation de poissons. Ouais, ouais. Qui impacte les populations de poissons, mais aussi
les prédateurs marins, donc les baleines, les dauphins, etc., qui sont en fait aujourd'hui la première cause de mortalité et ce qui menace la survie de populations de mammifères marins, c'est les engins de pêche. Donc, Hmm. c'est les filets de pêche, les lignes de pêche, qui en fait tuent des centaines de milliers de mammifères marins. Et donc, c'est le poisson qui est dans les assiettes et comment dire, ces nouvelles habitudes alimentaires qui sont finalement assez récentes de produits transformés, tu vois, tout ce qui est poisson pané, surimi, mais aussi le poisson qui sert en fait, qui est transformé en farine pour nourrir les poissons d'élevage, alors saumon fumé et toutes ces histoires-là, mais aussi les animaux d'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cochons mangent plus de poissons que l'ensemble des requins dans l'océan. Et donc, en fait, c'est lié aussi à la consommation de viande. Aujourd'hui, quand tu manges de la viande, tu manges aussi du poisson. Et donc c'est ça. Aujourd'hui, tu as à peu près 40% de ce qui est pêché dans l'océan qui ne sert pas à la consommation humaine directe, qui sert en D'accord. fait à nourrir les animaux que les humains vont manger. Et donc, clairement, le pistolet sur la tempe le plus important là, pour l'océan, c'est ça. D'accord. Voilà. Et puis après, tu as tout le reste qui s'ajoute. Donc la pollution maritime, la pollution sonore aussi, parce que le trafic maritime, avec la mondialisation, a fait que ça a explosé et que là, on est vraiment fait dans des... L'océan, c'est devenu un peu une discothèque en permanence. Donc pour les animaux marins qui sont plus extrêmement sensibles au bruit, c'est des niveaux de harcèlement, de décibels qui peuvent rendre fou, hein, et qui créent aussi en plus des désorientations. Bon, pollution chimique qui joue en fait sur leur capacité à se reproduire. Sur la surpêche, par exemple, tu as un bon exemple aussi par rapport à la capacité de reproduction des mammifères marins. Tu as une population d'orques qui est vers le détroit de Gibraltar. C'est celle tu sais, qui rentre en interaction avec les voiliers. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Tu sais, les orques qui sont censés attaquer les voiliers. Ah, non, j'ai pas entendu, mais D'accord. Bon, on en parle quand même pas mal depuis plusieurs mois, un peu plus d'un an là. En fait, tu as des orques qui s'attaquent au safran des voiliers. d'accord. En fait, il y a un truc qui les éclate avec ça. Elles aiment attaquer le safran. Le problème, c'est que bah, ça abîme le bateau. Ouais. Et dans quelques rares cas, ça a coulé les bateaux. Alors, il n'y a jamais eu de blessés ou de morts, hein. Les gens se sont toujours bien tirés. Puis, voilà, mais par contre, ça crée une sorte de psychose qui est entretenue par les médias, de dire un gang d'orques vengeresses, etc. Alors que, bon, en fait, clairement, c'est plutôt un jeu, surtout que ben, dans les cas où les gens se sont retrouvés à l'eau, bah, en fait, les orques ne se sont pas du tout intéressés à eux, quoi. C'est vraiment le safran. Et puis, il y a des tests qui ont été faits où, en fait, il y a des safrans qui ont été... Tu vois ce que c'est le safran? C'est le gouvernail hein, qui permet d'orienter le navire. Qui ont été mis accrochés à des bouées. Ouais. Et ben, les orques sont allés dessus, en fait, hein. Donc, D'accord, c'est ok. c'est vraiment ça qui les éclate. On ne sait pas trop pourquoi. Justement, on veut travailler là-dessus parce qu'en fait, nous, ce qui nous inquiète, c'est les dérives. Parce que du coup, tu as des plaisanciers, des propriétaires de bateaux qui s'en prennent aux orques. Hmm. Il y en a qui ont envoyé des explosifs. Ils sont en train d'imaginer tout un tas de moyens de les maintenir à distance en leur balançant du gasoil, des projectiles. Bon. Et c'est une population qui est en danger critique d'extinction. Donc, c'est pour ça que je te parlais d'eux à la base. C'est que, en fait, dans les années en 2010, elles étaient 40. Ouais. Donc, 40, c'est vraiment rien du tout. Peut-être, En fait, elles se nourrissent quasi exclusivement de thon rouge. Et il y avait beaucoup de surpêche du thon rouge. En fait, le thon rouge a frôlé l'extinction autour des années 2010. Et en fait, il y a eu une politique comment dire, on a resserré un peu la vis sur la question de la surpêche du thon rouge, de la pêche illégale du thon rouge. Du coup, la population de thon rouge va un peu mieux en Méditerranée. Et du coup, bah là, en l'espace de un peu plus de 10 ans, on est passé à 60 orques au lieu de hmm, 40. hmm, Parce qu'en fait, comme elles ont eu plus de quoi se nourrir, les femelles ont pu mener à terme les grossesses, elles ont pu allaiter les petits qui auparavant mouraient parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Donc, tu as l'impact aussi de la surpêche sur les prédateurs marins. Donc, c'est non seulement ils sont capturés dans les engins de pêche, mais en plus, eh ben, ils ont du mal à se nourrir et donc, hmm. donc ils disparaissent aussi à cause de ça. D'accord. Et Mm.
En priorité, là, si on a dans l'objectif de faire un soin commun, voilà, c'est vaste. Hmm. Tu dirais qu'il y a Ouais. un point d'accroche ou quelque chose sur lequel se focaliser en premier? Alors, moi, j'ai envie de te dire, ça rejoint un petit peu la question quand les gens me disent, ah, bah, parce qu'effectivement, c'est tellement, il y a plein de trucs, il y a plein de sujets, et puis c'est un peu, comment dire, je suis un peu débordée, quoi. Il y a Ouais. beaucoup d'enjeux. Euh, Moi, je pense qu'en fait, tous ces problèmes-là, toutes ces atteintes, ces destructions, elles découlent du fait que le problème de base, c'est qu'on est déconnecté de l'océan. Ouais. Euh, on le considère aujourd'hui comme un garde-manger, comme un terrain de jeu, comme un gisement d'énergie fossile, comme un gisement de vent. Euh, voilà, et pas du tout comme un organisme vivant qui est notre berceau. Les animaux marins, bah, c'est pareil, on les considère. Voilà, la plupart des gens, le lien qu'ils ont aux animaux marins, c'est à travers le poisson crevé qui est dans leur assiette. Mm, 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 mm. Et c'est ça qui est assez terrible, je trouve. Et du coup, moi, souvent, quand je fais des conférences ou des interviews, je cite Éric Tabarly, tu sais, c'est un navigateur français qui est assez connu, qui est mort en mer, qui disait, euh, qui disait pour les Français, l'océan, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leur serviette de bain sur la plage. Et c'est tellement vrai, en fait. C'est Ouais. ça, pour moi, c'est ça le problème, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est de réussir à renouer ce lien entre nous et ces animaux marins qui font partie de cette grande famille du vivant dont nous faisons partie et dont nous nous sommes coupés. Et à partir du moment où ce lien, on arrive à le recréer, je pense que tout ce qu'on fait par ailleurs qui est aberrant, etc., ça nous saute à la figure, si tu veux. Ouais. Ça devient aberrant par essence, quoi. Mm, mm. C'est un peu un pendant du lien à la Terre qu'on a perdu aussi. Oui, oui. Oui, exactement. Avec en plus cet inconvénient que l'océan est loin Ouais. et que voilà, bah, voilà, quand tu étales ta serviette de bain sur la plage, bon, bah, tu es sur la plage, tu, Oui, t'as les 100 mètres de vagues qui sont devant toi, quoi. et voilà, et ça reste, tout le reste est un énorme mystère. Euh, et c'est ça qui est terrible. Et en même temps, tu vois, l'océan, c'est finalement c'est 70% de la planète. Tu vois, moi, j'aime beaucoup, il y a une citation d'un auteur anglais qui s'appelle Edcott Williams qui dit vu de l'espace, la planète est bleue, vu de l'espace, la planète est le territoire non pas de l'homme, mais de la baleine. Ouais. Tu vois. Et pourtant, on est complètement déconnecté de l'océan, dont nous venons tous en plus, hein, c'est vraiment le berceau de la vie. Et c'est ça le drame finalement. Donc, et tu vois, par rapport à cette déconnexion et ce manque d'empathie, en même temps, bah, tu as des moments où, par exemple, quand il y a eu une orque ou un beluga qui sont rentrés dans la Seine, Ouais. et donc il y a eu tout un foin médiatique autour de ça. Nous, on est intervenu, enfin, pour l'orque, on est arrivé trop tard, malheureusement, on l'a trouvée, mais on l'a trouvée morte. Et puis pour le beluga, on a essayé de faire quelque chose, mais on a bien mis en lumière le fait qu'en France, on n'est pas du tout prêt à gérer le transport d'un animal comme ça. Mais justement, il y a des choses qui en ressortent, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de travail qui se fait aujourd'hui sur la base de cette expérience pour justement progresser sur tout ça. Mais en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est euh, à quel point bah, le grand public s'est ému du sort de cet orque, de ce beluga. Enfin, les gens étaient vraiment pendus à nos réseaux sociaux, suivaient l'actualité tout le temps. Enfin, au niveau médiatique, ça a été absolument énorme. Et en même temps, tu vois, on parle d'un individu. Et à côté de ça, on est confronté à une indifférence générale quand on parle de population. Ouais. Euh, Pas de raccordement et émotionnel, quoi. comment? Il y a Oui. pas de raccordement émotionnel pour l'ensemble. Voilà, c'est ça. Et donc pour moi, si tu veux, ces cas individuels doivent servir de caisse de résonance à ce qui se passe au niveau de leur population et de l'océan en général. Ce que je dis, c'est que si, voilà, si vous êtes ému à ce point de ce qui arrive à cet orque ou à ce beluga, eh ben, questionnez-vous aussi
notre responsabilité individuelle et collective par rapport à ce qu'on fait subir à l'océan. Refaites le lien aussi, parce que voilà, eux sont venus mourir sous nos fenêtres, donc ça nous a touchés, mais on sait ils sont des milliers à mourir loin des yeux et des consciences par le fait de l'impact de nos choix aussi, Mm. et de Ok. notre déconnexion, en fait. Encore une fois, vraiment, c'est ça, parce que, encore une fois, à partir du moment où on se reconnecte à l'océan et aux animaux marins, il y a des comportements qui sont, comment dire, qui sont ancrés dans notre quotidien et auxquels on réfléchit même pas, qui nous paraîtront d'office complètement aberrants. Mm. Ok. Pardon. Merci Lamia. Peut-être je vais stopper l'enregistrement maintenant parce qu'on a déjà un bon un quart d'heure, 20 minutes, sauf s'il y a Mm. quelque chose que tu veux rajouter. Non, non, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ok, alors je coupe.